BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 avec les meilleurs experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Amaury. Tu es cofondateur et rédacteur en chef à The Big Whale. C'est bien ça. On a le plaisir aussi d'accueillir Vincent Fourcault. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Tu es expert de la tech et des marchés financiers. Et dans l'actualité cette semaine, on a une nouvelle qui va peut-être faire basculer l'adoption du Bitcoin dans une autre dimension. C'est Grayscale qui a remporté, on va dire, sa première manche, son procès en appel contre la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme financier américain, qui jusque-là refusait de donner son autorisation pour le lancement d'un ETF Bitcoin Spot. On va revenir aujourd'hui en détail sur cette affaire. Grégory, pour commencer, quand on parle de Grayscale, de quoi on parle ? En fait, le Grayscale, ça permet de faire une plongée dans l'histoire de la financiarisation de Bitcoin, parce que Bitcoin, on peut en acheter sur les plateformes d'échange, mais aux États-Unis, il y a 10 ans, quand on était un investisseur professionnel, un fonds, par exemple, un fonds d'investissement, on ne pouvait pas acheter de Bitcoin. Et c'est pour ça que Grayscale a inventé un produit qu'on appelle le Bitcoin Trust. C'est un ensemble qui achète des bitcoins physiques et pour lesquels les investisseurs institutionnels peuvent exercer un droit dessus. Et donc c'était le moyen qu'on a utilisé pour que les investisseurs institutionnels achètent du bitcoin. À l'époque, on ne pouvait pas faire d'ETF. D'ailleurs, on l'a vu, c'est encore un peu compliqué maintenant. Mais du coup, c'est cette structure un peu bizarre qui a été inventée. Et là, aujourd'hui, ils aimeraient bien le transformer en ETF, mais ils n'y arrivent pas, même s'ils ont remporté une première manche en justice. Mais pour bien comprendre, du coup, c'est pas comparable à une plateforme d'échange classique. C'est pas du tout la même chose. Comment on peut le différencier Non, c'est vraiment ce qu'on appelle un trust. Et si vous voulez, on achète des actions qui représentent des portions de Bitcoin. L'action s'appelle le GBTC. D'accord, donc en fait c'est une manière d'acheter du Bitcoin mais de manière indirecte. Oui, c'est ça, mais c'est réservé aux institutionnels, et c'est-à-dire qu'il faut, le particulier n'a pas accès à ce type de produit. Ok, donc maintenant que eux ils aimeraient lancer un ETF. Donc déjà on peut faire un petit rappel déjà de ce qu'est un ETF. C'est un produit financier qui va permettre de s'exposer à une valeur en particulier, là en l'occurrence Bitcoin, de manière du coup directe, Bitcoin Spot. Il existe des ETF, mais des ETF sur des produits dérivés. C'est quoi la différence ? Là on parle d'ETF Spot. Alors la différence, c'est que les gestionnaires qui gèrent l'ETF Spot, en fait, ils détiennent des vrais Bitcoins dans leur coffre, si vous voulez. Tandis que les ETF Futures, c'est, on va dire, pour simplifier, c'est de l'exposition. Il n'y a pas vraiment de Bitcoin sous-jacent. Donc en fait, en théorie, Grayscale, ils ont des Bitcoins en stock. Ils pourraient transformer leur instrument en ETF, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a actuellement une décote énorme sur le GBTC. Actuellement, c'est descendu jusqu'à moins 40%. Donc ça ne suit pas parfaitement le cours du Bitcoin, et donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir un problème pour le transformer. Et eux, c'est quoi l'intérêt pour Grayscale de faire un ETF Bitcoin Spot par rapport à ce produit-là ? C'est très simple. Comme on le disait précédemment, le GBTC, c'est que les professionnels qui peuvent l'acheter. L'ETF, c'est tout le monde. Donc ça veut dire beaucoup plus de clients, donc beaucoup plus de revenus. D'accord, donc c'est uniquement une question d'accessibilité, quoi. C'est-à-dire que le nombre de clients et le nombre de flux financiers potentiels sera beaucoup plus important en cas d'ETF Bitcoin Spot. Quand on parle de la SEC, pourquoi la SEC a autant de problèmes à autoriser un ETF Bitcoin Spot ? La SEC, elle mène quand même un combat contre les cryptos depuis un moment. Et des dossiers d'ETF Bitcoin, ça fait 10 ans qu'on en dépose aux États-Unis. Et la SEC dit non à chaque fois avec des arguments plus ou moins valables. Le dernier qui vient de se faire retoquer par la justice. Donc ce qui est intéressant là à comprendre, c'est que le principal argument de la SEC contre les ETF Bitcoin, il vient de tomber. Donc il y a deux choix qui vont s'offrir à la SEC là aujourd'hui. Alors juste cet argument, c'était quoi ? C'était quoi cet argument qui vient d'être invalidé par la justice américaine ? En fait, la SEC, elle estime qu'on ne peut pas proposer des ETF Bitcoin parce que le prix du Bitcoin est susceptible d'être manipulé. C'est une vision, on le voit, il y a des manipulations des fois. Bon, maintenant le Bitcoin est devenu très liquide, donc c'est beaucoup plus difficile, mais en tout cas c'était l'argument historique. Mais à côté, ils ont accepté des ETF Futures alors qu'il y avait les mêmes mécanismes en fait c'est le même problème, il peut y avoir le même souci. Donc Exactement, et la différence c'est que les Futures, ils ont dit ok parce qu'il n'y avait pas de vrai Bitcoin derrière.
Donc en fait, on voit que le refus de la SEC, il est surtout politique. Donc là, on va voir, et ils peuvent très bien trouver un autre argument, mais ils peuvent très bien aussi approuver maintenant les dossiers. Le plus attendu, c'est celui de BlackRock. Et BlackRock, sur toutes leurs tentatives de demande de TF depuis que ça existe, ils ont eu qu'un refus. Et on sait que s'ils se sont lancés dans ce projet-là, c'est qu'ils ont plus ou moins un accord tacite avec la SEC. Donc c'est une certitude, l'ETF Bitcoin Spot verra le jour à Wall Street. Reste à savoir quand, mais on peut supposer que 2024, c'est l'échéance finale de l'examen de la SEC sur le dossier BlackRock. Donc c'est une affaire de quelques mois. Bon, si je résume, donc là, soit la SEC retoque le projet et trouve un autre argument. On a une idée d'ailleurs d'un argument qu'ils pourraient trouver ou Il pourrait y avoir des choses autour de la conservation. Qui conserve les bitcoins. Il faut que ce soit ségrégué. Disons qu'il ne faut pas que ce soit la même entreprise qui s'occupe de l'ETF en lui-même, de vendre l'ETF et après qu'elle conserve elle-même les bitcoins. C'est pour des raisons, on a vu chez FTX, hein, ça fait pas vraiment bon ménage d'être l'infrastructure de bourse et l'infrastructure de conservation. Donc il faut bien séparer tout ça. Et donc soit c'est encore retoqué, ça va reprendre du temps, il y aura encore des procédures, soit ils acceptent. Mais dans ce cas-là, s'ils acceptent, ce serait pas forcément Grayscale directement, ça pourrait être BlackRock du coup directement. Oui, certains disent ça. Je pense que en fait tous les autres dossiers vont énormément profiter de la victoire de Grayscale en justice et pas forcément Grayscale, parce que Grayscale ne part pas de zéro. Ils veulent transformer un produit existant, un trust, en ETF, tandis que les autres partent de zéro. Et la transformation trust vers ETF est compliquée parce que, comme on le voit actuellement, il y a une décote par rapport au prix du Bitcoin sur ce produit-là. Donc je pense pas que Grayscale y arrivera, mais par contre pour tous les autres, j'ai l'impression qu'il y a un peu un boulevard là. D'accord, donc la course est lancée, enfin relancée, on va dire, ça repart plus belle. Vincent, tu as une réaction par rapport à tout ça, un avis voilà, par rapport à tout ce que vient de dire Grégory? Ouais, bien sûr, BlackRock, ils sont là pour faire du business, hein, c'est la priorité. C'est un actif, le Bitcoin, comme n'importe quel crypto-actif. Ça s'échange. Tu parles de mettre en place un système de dépositaire, hein, ce qui existe pour tous les produits financiers en France. La ségrégation des actifs pour éviter les problèmes qu'on a pu connaître, comme tu as évoqué, mais aussi à l'époque de Madoff. Hein, c'était un mélange de genres. Aujourd'hui, il faut bien ségréguer les actifs et la partie opérationnelle, la partie transactionnelle. Et BlackRock, c'est le plus grand asset manager du monde. Ne pas avoir ça dans sa proposition de valeur, c'est un trou dans la raquette. Donc, en plus, c'est le leader et innovant, puisqu'on entend beaucoup parler de BlackRock par conséquent, mais quand BlackRock en parle, c'est que c'est déjà acté. Donc il n'y a pas de doute sur l'existence de cet ETF prochainement. Bon, tu as évoqué la dimension politique. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on essaie de ralentir le processus, qui est inévitable, puisque c'est une demande de notre génération, qui veulent pouvoir avoir cet actif disponible, un actif numérique qui répond à cette évolution technologique qui est la blockchain en fait. Mais c'est une question de temps, tout simplement. Et je pense que quitte à accepter une financiarisation du Bitcoin qu'une intégration du Bitcoin dans le système financier, je pense que la SEC préfère que ce soit fait par BlackRock plutôt que par un acteur pur Bitcoin comme Grayscale. C'est en ça que tu disais qu'il y avait un potentiel accord tacite entre les deux. On en est à peu près certain. BlackRock, disons qu'il a des contacts privilégiés avec la SEC depuis des années et des années. On ne peut pas imaginer qu'ils se lancent sur un dossier comme ça avec un risque d'échec important. Tout ça a été bien planifié. Bon, et Grégory, cet été, avec The Big Well, vous avez réussi à avoir une belle interview. Voilà, une interview de Michael Gronager, donc le fondateur et le CEO de Chain Analysis. Donc cette société qui a été créée en 2014, donc ils ont eu le nez creux, lit les données dans la blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer, lui, comment ça lui est venu quand même en 2014? C'était quand même très tôt. Comment il s'est dit, tiens, moi je vais créer cette société? Effectivement, il a eu le nez creux de lancer aussitôt cette société. Juste pour rappeler, Chain Analysis, c'est une société, en gros, on fait appel à elle pour remonter les flux de transactions sur la blockchain. Quand on est une agence de renseignement, des services fiscaux ou tout simplement des entreprises qui travaillent dans les cryptos et qui veulent mieux connaître leurs clients. L'idée qu'il a eue, en fait, elle peut paraître évidente aujourd'hui, mais il fallait avoir l'idée à l'époque. En fait, il a compris tout de suite que la blockchain, en fait, il n'y avait rien d'anonyme et que c'était le meilleur moyen, en fait, de récolter des données
de transactions. Et donc il s'est dit, je vais créer un logiciel qui permet de facilement en fait cartographier les wallets et les relations entre les wallets. Et donc en fait voilà, c'est une entreprise tout simplement qui vend de la donnée. Et alors, ça dépend comment on se positionne, mais bon, ça peut faire un peu grincer des dents dans l'écosystème, sachant que du coup, ils peuvent un peu indirectement ou voire directement briser l'anonymat de certaines transactions et donc de certaines personnes. Comment c'est perçu par l'écosystème une telle société? Alors, Chain Analysis a une réputation plutôt sulfureuse parce qu'effectivement, ils produisent des rapports assez régulièrement sur la criminalité. Ils communiquent aussi quand ils participent à démonter des grandes affaires criminelles, des affaires terroristes. Donc, dans l'écosystème crypto, où on est très attaché à la notion de vie privée et par extension d'anonymat, forcément, ça fait un peu mauvaise presse, ça fait mauvais genre. Mais de toute façon, une société comme ça était obligé d'exister. Quelqu'un d'autre aurait eu l'idée. Donc c'était naturel que quelqu'un exploite en fait la transparence, la traçabilité que l'on peut voir dans la blockchain. Et il y a certaines blockchains, certaines cryptos qui se disent anonymes, comme Monero ou Zcash. Des sociétés comme ça ne peuvent rien faire face à ça. Eh bien si. Alors forcément, ils ont des secrets industriels. Ils vont pas nous dire exactement comment ils font pour casser. Mais quand on leur a posé la question, quand on lui a posé la question avec Raphaël, avec qui je dirige la rédaction de The Big Whale, il nous disait il y a peu de personnes qui utilisent Zcash ou Monero, qui sont ces crypto-monnaies prétendument anonymes. Et en fait, pour eux, c'est assez simple de suivre ces transactions parce qu'il y a peu de personnes qui les utilisent. Voilà, je peux pas vous donner exactement leur secret de fabrication, mais ces monnaies-là ne sont pas totalement sûres en fait si on veut faire des transactions un peu illicites, par exemple. Justement, en parlant de ça, ils suivent un peu les criminels qui utilisent la technologie blockchain. Est-ce qu'on sent une évolution dans leur pratique des criminels justement? Est-ce qu'il y a une évolution depuis qu'avec l'évolution du marché crypto, ou alors c'est un peu toujours la même chose? Les criminels, en fait, ils ont beaucoup d'imagination. Donc ça, effectivement, il faut s'adapter en permanence. Mais Chainalysis le fait quand même relativement bien. Et il y a un exemple qui est intéressant. L'un des plus gros scandales liés au Bitcoin, c'est une vieille affaire qui s'appelle Silk Road. En gros, c'était un Amazon décentralisé sur lequel on pouvait acheter toutes sortes de drogues, des armes. Enfin, c'était la première plateforme de vente du Darknet. Ça a mis des années avant de retrouver le créateur Ross Ulbricht, qui aujourd'hui est en prison. Ça a mis des années. Aujourd'hui, avec Chain Analysis, en 10 minutes, on mettrait la main sur lui. Donc c'est pour dire que voilà, les technologies évoluent en même temps que l'imagination des criminels. Donc, quelque part, voilà, à dire aujourd'hui, les criminels utilisent Bitcoin et la blockchain pour sévir, c'est de moins en moins vrai, du coup, en tout cas de plus en plus difficile. Vous lui avez demandé aussi ce qu'il pensait des débats autour de la régulation, notamment aux États-Unis, puisqu'ils sont basés là-bas. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est intéressant d'avoir son point de vue, sachant qu'ils ont commencé même en 2014, mais même avant, du coup, ils ont du recul. Lui, en fait, étant donné qu'il ne touche pas directement aux crypto-monnaies, il n'en vend pas. Il est moins soumis à la régulation, qui est très difficile pour les acteurs américains. Et bon, là, il estime en gros qu'on a plus ou moins touché le fond, même si ça aurait pu être pire. Et là, il remarque quand même qu'en Europe, on est quand même beaucoup mieux pourvu, que le règlement MiCA impose un cadre clair et permet d'envisager un business sereinement, tandis qu'aux États-Unis, voilà, c'est pas encore très clair. Et dernière question sur cette interview qu'il a retrouvée dans The Big Whale. Vous lui avez aussi demandé sa vision du marché crypto dans 10 ans. Voilà. Bon, surtout aujourd'hui, ça nous intéresse particulièrement. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ça, je vous invite à le découvrir dans l'interview. Donc voilà. Bon, écoutez, interview à lire dans The Big Whale. Vincent, avec toi, on va parler des crypto-actifs comme réponse absolue ou non, on va voir, en cas de faillite en cascade pour des États souverains surendettés. Voilà. On entend beaucoup, notamment dans l'écosystème crypto, que voilà, il y a certains États, ça fait des années qu'on dit que ça va finir par mal se passer, surendettés. En quoi les cryptoactifs pourraient être une solution face à ça, à ce problème?
Alors bon, c'est un sujet évidemment politique et ça rejoint un peu au préambule de notre discussion tout à l'heure avec BlackRock et les ETF. Donc l'ETF était une logique, je dirais, patrimoniale avec l'augmentation de la valeur du sous-jacent puisqu'il est limité dans le temps en termes de nombre de bitcoins, c'est limité. Donc il y a l'effet rareté, hein, c'est l'or d'aujourd'hui, le bitcoin. Et après, il y a son utilité. Et l'utilité du Bitcoin aujourd'hui, hormis quelques avant-gardistes jeunes qui sont qui sont en fait résidents du monde, qui travaillent dans le digital, qui peuvent travailler à l'autre bout du monde, qui n'ont pas de relation avec leur état d'origine où ils sont nés, qui se sentent totalement libres, ils vivent avec le Bitcoin. C'est une sorte de monnaie d'échange, une sorte de monnaie tampon, voire même un état d'esprit aujourd'hui de liberté. C'est le Bitcoin, c'est le témoignage de la liberté et d'aller au-delà des États. Alors, donc là, s'affronte une utilité qui est celle qui répond à ces gens du monde entier, ces jeunes, c'est eux qui sont plutôt les voyageurs et ces nouveaux acteurs du succès du digital dans le monde, parce qu'il n'y a pas de limite physique à leur travail. Et puis, il y a cette réalité que sont les situations économiques des États qui déclinent. La réalité, c'est que c'est des pays vieillissants. La seule réponse qu'on a par rapport à ces pays qui déclinent, c'est l'immigration. On ne fabrique plus assez d'enfants pour pouvoir permettre aux retraites d'être payées. Donc, il y a un risque sur le système. Et on entend tous les jours le dépassement de la dette française en pourcentage de PIB, plus de 100%, l'Italie, la Grèce, ça on le savait, on est déjà venu à la rescousse. Ça concerne de nombreux pays. Et en quoi justement le Bitcoin ou les cryptos pourraient être une réponse? Alors, ceux qui sont inquiets pour leur patrimoine, c'était ceux qui investissaient dans l'or à une époque et qui planquaient leur or en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs dans des banques physiquement. Et ben là, la nouvelle réponse, c'est en étant propriétaire de Bitcoin, et on parlait de l'horodatage et donc cette transparence, on sait qui est détenteur de ces Bitcoins. Eh bien, vous pourriez, vous, multimillionnaire, décider de mettre 1, 2, 10 millions, qui est un peu votre garantie au cas où. Au cas où de quoi? Et le cas où extrême, c'est la faillite, comme tu l'as dit, en cascade des États souverains. Si vous avez un défaut de la France, l'Allemagne est embarquée. Si vous avez un défaut de la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays riches sont embarqués. Il y a un risque donc d'une méfiance généralisée de tous les investisseurs par rapport à ces États souverains. Et peut-être que la seule monnaie dite utile, ce serait le Bitcoin, pour ne pas retourner au troc finalement. Mais alors, Vincent, Grégory, ça veut dire qu'il faut attendre le chaos pour que Bitcoin ait une réelle utilité? Comment vous voyez les choses? C'est un scénario un peu apocalyptique et je pense que personne autour de cette table n'a envie que ça se produise. Mais en fait, il y a toujours un risque, effectivement, que les monnaies traditionnelles s'effondrent, perdent de plus en plus de valeur, ce qui est en fait ce qui se vérifie avec le temps. Hein. L'inflation, c'est quoi? C'est aussi la baisse de valeur de la monnaie. Hein. Donc là, on perd de l'argent en fait tous les jours, en fait, tous les ans. Donc Bitcoin, en fait, c'est une alternative à ça. Et en fait, je pense que quand on compose un portefeuille, on doit toujours dire qu'il faut être diversifié. Il faut un peu parer tous les risques. Eh ben, Bitcoin, c'est le petit élément qui, en fait, est là pour vous protéger si tout partait en vrille. Donc, je pense que il faut pas, bien sûr, mettre 100% de son portefeuille en Bitcoin, mais en avoir une petite partie. Je pense que c'est un investissement responsable. Puis après, il y a toute la dimension philosophique de la chose, hein, le fait d'avoir une monnaie qui permet d'échanger de la valeur de pair à pair, sans tiers de confiance. Moi, je trouve que c'est une invention vraiment révolutionnaire techniquement. Après, il y a toutes les caractéristiques qui font que voilà, c'est un élément de rareté dans l'espace numérique, et donc c'est ça qui lui donne de la valeur. Voilà, il y a plein d'approches différentes. Et en parlant justement de cas d'usage de Bitcoin concrets, d'une manière générale, c'est quoi les cas d'usage concrets de la blockchain aujourd'hui dans l'économie? Comment elle est implémentée dans l'économie? Est-ce qu'on a des cas d'usage concrets aujourd'hui qui marchent, dont les gens se servent? Je pense aujourd'hui que tout le monde utilise ou a déjà utilisé des signatures digitales, DocuSign ou équivalent. Tout le monde utilise son assurance. On se rend pas compte, mais dans le domaine assurantiel, c'est en fait la blockchain, c'est de l'horodatage, c'est de la transparence sur l'information, comment elle passe dans les tuyaux jusqu'à vous, utilisateur final. Et on a donc une historisation de
de cette information. Et c'est ça qui a apporté cette productivité fabuleuse dans de nombreux métiers je dirais des métiers du service. Ça passe par la logistique, ça passe par les métiers dans les hôpitaux. Enfin, on se rend même pas compte tellement c'est déjà prégnant dans tous nos systèmes d'information. La blockchain et sa présence, et ça marche très bien. Alors bien sûr, il y a toujours des loupés, mais ça dépend de l'implémentation. Mais la productivité est manifeste dans beaucoup de métiers. Et c'est absolument innovant. Et la blockchain était en fait un préambule de cette phase d'innovation majeure qu'on connaît aujourd'hui avec l'IA, qui va accélérer le processus de pénétration de la blockchain dans tous les processus. Et justement, en parlant d'IA, c'était assez intéressant parce que on s'inquiète beaucoup des dérives de l'IA. Et je crois qu'il y a certaines technologies blockchain justement qui peuvent servir à se protéger de certaines dérives de l'IA. Est-ce que vous avez des exemples ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se conçoit autour de l'identité décentralisée. Parce qu'en fait, la grande peur de l'IA, c'est qu'à un moment, on ne sache plus reconnaître une machine d'un humain dans le cyberespace. Donc, il va falloir mettre en place des processus pour prouver qu'on est humain. Et donc ça, ce genre de choses, ça peut éventuellement être résolu par des technologies Web3, blockchain. Il y a par exemple le projet WorldCoin qui est très, très sulfureux encore et qui travaille dessus, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc pour moi, le lien entre l'IA et le Web3, la blockchain, c'est vraiment cette histoire d'identité. Et ça, justement, ça peut être, quand on parle d'identité, ça peut être résolu par des cas d'usage de NFT, justement. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, demain, nos papiers d'identité, ça pourrait être des NFT. Nos diplômes, ça pourrait être des NFT. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire de falsification. C'est intéressant parce qu'on recevait ici sur ce plateau John Carp en début de semaine, voilà, qui connaît très bien les NFT, spécialiste de ça, et qui disait, là, pour moi, il pensait avoir atteint une sorte de bottom dans les NFT, parce qu'il dit là, ça y est, il a vu plein d'articles cet été qui annonçaient la mort des NFT. Vous, quel regard vous avez là-dessus sur cette... Alors, il faut peut-être différencier à la fois la technologie et à la fois les collections de NFT art, entre guillemets. Voilà, je sais pas comment vous voyez les choses, mais... Quand vous entendez parler du marché des NFT qui s'effondre, c'est le marché des NFT d'art, effectivement. Parce qu'en fait, c'est un genre très nouveau, il y a eu beaucoup de spéculation, c'est normal que ça dégonfle aujourd'hui. Mais par contre, les grosses collections sont toujours vivantes et c'est celles qui vont rester et il y en aura d'autres. Donc oui, effectivement, le marché de l'art NFT s'est effondré. Mais par contre, le NFT en tant qu'utilitaire, là par contre, ça explose de partout. On a appris pas plus tard qu'aujourd'hui que Lufthansa, donc la célèbre compagnie aérienne allemande, allait faire passer son programme de fidélité en NFT. Et voilà, ce NFT Lufthansa, il n'a pas de valeur en tant que tel, mais par contre, il va vous donner accès à plein de nouveaux services. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, il a une valeur, puisque il a tellement de valeur qu'on le met hors bilan de celui d'Air France. C'est-à-dire que le programme de fidélité d'Air France, parce que c'est celui que je connais, il peut représenter plus d'1 milliard d'engagements. Il est hors bilan parce qu'on ne sait pas comment le mettre en place. Dans un bilan, ça pourrait poser des problèmes, je dirais, de contrepartie bancaire et autres. Et donc, ils l'ont mis en dehors du bilan et on va le transformer en NFT. Alors, ça arrange tout le monde, mais c'est surtout un super outil de loyauté et de fidélité des clients. Et les NFT, ce ne sera pas que dans les airlines, Vincent, une communauté de clients fidèles à votre marque. Toutes les grandes marques vont lancer leur NFT si ce n'est pas déjà fait. Et elles ont vocation à le faire parce que c'est la meilleure façon de protéger le repeat order, le fait que le client revienne régulièrement à acheter ses Nike ou acheter son Coca. Et ça, c'est un super outil marketing. Par exemple, nous, chez The Big Well, on a émis une collection de NFT et les détenteurs du NFT font partie de la communauté The Big Well et bénéficient de plein d'avantages pour des événements, des choses comme ça, grâce à leur NFT. Et on va monter en puissance là-dessus. Et en gros, c'est la clé qui certifie qu'on fait partie d'une communauté et donc on peut bénéficier des avantages que cette communauté mérite. Ok, donc voilà, réel aspect communautaire. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, c'est déjà la fin de ce club BFM Crypto. On se retrouve lundi et vous retrouvez demain Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos, même endroit, même heure. Merci Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Et merci Vincent Fourcault, tu es expert de la tech et des marchés financiers. Merci Amaury. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. À lundi. BFM Business,
BFM Crypto, le club.